De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gemal Teleb, Jean-François Kandji-Kombe et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. En Afrique, 50% des jeunes âgés de 15 à 24 ans seraient sans emploi. Une partie d'entre eux se tourne donc vers l'entrepreneuriat, mais peu de banques sont prêtes à prendre le risque de les financer, d'où le recours aux institutions de microfinance. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé, et de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Suite à la tenue du sommet sur le microcrédit à Washington en février 2006, la microfinance a connu un véritable boom sur le continent africain. Au départ, destiné aux populations rurales pauvres d'après le modèle développé par Mohamed Yunus, père de ce mode de financement, les microcrédits sont désormais très sollicités par les populations vivant en milieu urbain, jeunes et moins jeunes. Les femmes en sont les principales bénéficiaires. Elles représentent entre 55 et 60% des demandeurs dans certains pays, comme ici au Cameroun. Dans ce pays d'Afrique centrale, les femmes en quête de financement s'adressent aussi bien aux établissements de microfinance qu'aux structures informelles comme les tontines. Parmi les activités les plus financées figurent les activités commerciales, l'élevage et la transformation artisanale de produits agricoles. Mais force est de constater que parmi les bénéficiaires figurent très peu de jeunes âgés de moins de 35 ans. 60 à 70% de cette jeunesse-là se trouve dans des centres de formation, dans des universités, et à rechercher des qualifications plutôt diplômantes. Alors, quel est leur intérêt vis-à-vis du microcrédit? Il est mitigé. Lorsqu'on regarde de près, le microcrédit est très peu utilisé par les jeunes. Aujourd'hui, il est utilisé par des acteurs économiques qui ont déjà de l'expérience sur le marché et qui s'adressent aux établissements de microfinance pour financer leur fonds de roulement d'une activité déjà existante. Or, la majorité des jeunes ne sont pas dans l'activité, ne sont pas en activité en fait économique de production. Dans les sociétés africaines d'aujourd'hui, l'impact positif du microcrédit sur l'économie et l'amélioration des conditions de vie des populations est indéniable, d'après les acteurs opérant dans les établissements de microfinance. Le microcrédit permet de booster le développement local parce que plusieurs personnes ayant la volonté de faire quelque chose, mais ne pouvant pas avoir le financement à la fois de la banque ou bien même l'État ne pouvant pas les aider à mener une activité, en bénéficiant de ces microcrédits, ça permet de développer beaucoup d'activités, et lesquelles activités contribuent au développement local. Du côté des bénéficiaires, les microcrédits sont considérés comme une véritable bouffée d'oxygène pour le développement de leurs activités. Au départ, je prenais la marchandise en détail. Pour le moment, je prends 4 sacs, 5 sacs et j'ai le stock. Ni l'huile, ni la farine, je ne manque pas. Je prends mon haricot en seau, je prends ma tomate en cajot. Donc, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir un congélateur. Donc, j'essaie d'apprêter tout. Je mets dans le congélateur, ce qui fait que j'ai le temps de me reposer. Bertrand est un jeune libraire installé depuis quelques années à Douala, la capitale économique camerounaise. Pour développer son activité, il s'est tourné vers la solution du microcrédit. 500 000 francs CFA dans un premier temps, puis des sommes plus importantes par la suite. Parti d'une simple table sur laquelle étaient entreposés ses livres, Bertrand dispose désormais d'une boutique bien achalandée. J'ai pu aujourd'hui me constituer une boutique sur laquelle je ne me sèche plus au soleil. Et la boutique est propre, j'ai un bureau et quand certains gens passent, ceux qui m'ont connu par le passé sur la table, ils disent bravo, mais il y a d'autres même qui ne savent même pas, qui parlent de la sorcellerie, qui ont même peur de moi aujourd'hui. Je leur dis tout simplement, ce n'est pas ça, j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance. Si vous voulez, je vais vous donner mon secret. Et mon secret, c'est le microcrédit. Malgré le succès actuel du microcrédit auprès des populations africaines, les analystes restent sceptiques quant à son impact réel sur l'économie. En nombre, le microcrédit a eu un succès fulgurant. Si on s'en tient aux chiffres notamment de la Banque mondiale et des différentes ONG, on a près de 11 milliards de dollars qui ont été échangés dans le microcrédit l'année 2011 par exemple.
et ce qui est énorme en termes d'échanges. Mais en termes d'impact sur la réalité économique, cet impact est à discuter, il est plutôt limité. Donc les sentiments sont plutôt mitigés en fait après cette expérience du microcrédit en Afrique. Si le taux de remboursement reste élevé, de nombreuses autres difficultés minent encore la pérennité du microcrédit en Afrique. On peut citer entre autres le taux d'intérêt élevé entre 2,5 et 13%, le prélèvement de la TVA dans certains pays comme au Cameroun, les conflits armés et les épidémies qui ralentissent les activités et entraînent des retards dans les remboursements. Mais l'une des priorités des responsables des établissements de microfinance est davantage la régulation pour assainir le milieu. Ça nous crée énormément de problèmes. Les gens vont vous dire, non, ben, vous êtes des bandits, vous êtes des voleurs parce que j'ai donné mon argent hier à tel, et puis bon, ben, on a fermé, voilà. Donc ça crée une certaine psychose. Si l'État, dans ce domaine-là, peut faire quelque chose, cela va assainir le secteur et cela va permettre vraiment à ceux qui sont professionnels de jouer pleinement leur rôle. Le microcrédit semble avoir un avenir prometteur en Afrique, d'où le nombre sans cesse croissant d'établissements de microfinance. En 2011, le Cameroun en comptait plus de 400. Mais pour beaucoup, les offres de microcrédit doivent être revues afin de leur donner une nouvelle orientation qui pourrait intéresser davantage les jeunes. Le développement de l'Afrique passe inexorablement par le microcrédit. Et donc, les gouvernants, que ce soit au Cameroun, partout en Afrique, ont, doivent intégrer dans leur projet de l'émergence le développement du microcrédit. Organiser les jeunes, organiser les populations africaines à s'orienter vers un type d'activité. Et la meilleure manière, n'est-ce pas, de les orienter vers cela, c'est la carotte et le bâton, à savoir mettre en face des crédits correspondants, dont des microcrédits, notamment dans les zones rurales, ramener les jeunes dans les zones rurales, sur des projets pérennes. Tous ces jeunes qui gonflent les chiffres de l'exode rural peuvent revenir dans leur contrée si jamais on y implémente des projets en fait d'entrepreneuriat, des projets qui leur permettent, qui leur assurent de venir sur place. Selon une étude de l'AMT, l'African Microfinance Transparency, parue en 2010, 70,2% des institutions de microfinance installées en Afrique proposent des microcrédits individuels ou collectifs à leurs clients. 4% d'entre elles utilisent également la méthodologie de banque villageoise. Les montants octroyés aux clients varient entre 100 et 4 000 $. Ils sont fonction de la crédibilité et de la rentabilité du projet du client. Pour un projet prometteur, cette somme peut aller jusqu'à 40 000 $ dans certains établissements de microcrédit. Gémal, est-ce que la microfinance est aujourd'hui la meilleure solution pour les jeunes qui souhaitent lancer une activité? Meilleure solution, je ne change pas de ce que j'ai dit depuis le début, absolument pas. Solution non plus d'ailleurs. Un amortisseur social, probablement. Je répète malheureusement ce que j'ai dit depuis le début de la semaine sur cette antenne. Je persiste encore une fois. Le microcrédit ne peut pas être une solution. Et ça n'est pas une solution du tout. Vous enrichissez un pays quand vous avez un taux de croissance élevé. Vous avez un taux de croissance élevé quand la consommation est importante. Le taux, le niveau du crédit est très bas. On le disait tout à l'heure dans le sujet. On est entre 100 et 4 000 $. En réalité, on est plus proche du 100 que du 4 000. Deuxièmement, le taux d'intérêt est absolument énorme, 13%, c'est ce que disait le sujet. C'est du crédit revolving en France. C'est juste impossible de faire de la banque, de l'entreprise avec cela. Troisième chose, encore plus grave, c'est que je me rends compte dans ce sujet, mais je m'en suis rendu compte aussi en préparant cette émission, c'est qu'en fait la concentration du taux du microcrédit est d'abord élevée dans les grandes villes et très peu dans les villages, c'est-à-dire là où le besoin est probablement ou pourrait être beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que le volume de l'offre est faible, le volume de la demande l'est tout autant. Et donc l'idée de créer une offre et donc créer une demande en parallèle dans les petits villages avec du microcrédit, là où ça paraît jouable, elle n'y est même pas. En réalité, il faut qu'on se dise les choses. Le microcrédit, encore une fois, vu comme un moyen d'amortir le chômage, d'accompagner la pauvreté, ça me paraît jouable. Et le microcrédit comme moyen de réinsertion, en tout cas de ce niveau-là des jeunes, je n'y crois pas.
Le microcrédit enrichit d'abord les entreprises de microcrédit, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas en train de balayer d'un revers de main pour dire tout ça est mauvais, tout ça est catastrophique, non. C'est-à-dire tout simplement que si demain nos sociétés veulent s'enrichir, créer une perspective d'emploi et d'avenir pour les jeunes, il faut le faire avec une offre bancaire importante, considérable, avec des taux directeurs de banque centrale faibles et donc un accès au marché financier raisonnable. Cela peut se faire aussi par la puissance publique, c'est-à-dire que la puissance publique met en place des mécanismes de crédit à un niveau plus élevé. Moi, je l'ai vu moi-même dans ce qu'on appelle les propres CAPEC en Mauritanie, c'est-à-dire que la Banque centrale de Mauritanie l'a mis à un niveau beaucoup plus élevé, et encore, ça n'était pas très jouable, enfin c'est déjà pas mal, mais il faut le mettre à des niveaux beaucoup plus élevés. Si vous mettez à un niveau, mais à ce moment-là, on ressort évidemment du cadre du microcrédit actuel et on rentre dans autre chose, mais si vous le mettez à un niveau de 20 000 euros par jeune, avec des projets, des perspectives raisonnables et un taux d'intérêt qui n'est pas 13%, mais plutôt à 2-3%, ça devient jouable. Vous le mettez à un niveau très élevé, ce sera d'abord des entreprises, des microcrédits qui vont s'enrichir et pas les jeunes. Jean-François, vous partagez cet avis de Gemal ? Sur le fond et sur, je dirais, les prémices, je ne change pas non plus par rapport à ce que j'ai déjà dit sur ce plateau. La différence entre la vision de Gemal et la mienne est que je considère que le microcrédit peut être un levier d'amorce pour amorcer une activité, mais le microcrédit, nous en parlons, il ne s'agit pas d'une panacée universelle et générale. Le microcrédit ne doit pas être la seule solution financière pour l'ensemble de l'économie et pour l'ensemble des jeunes. Les jeunes conçoivent des projets qui sont de nature différente, de taille différente, et il y a aujourd'hui en Afrique, c'est un fait, un certain nombre de jeunes qui ont de toutes petites activités et qui ont besoin d'un levier pour se lancer dans la vie, et je pense que de ce point de vue-là, le microcrédit peut jouer un rôle. Là où je rejoins Jamel, c'est que le microcrédit ne peut jouer un rôle que si les conditions sont raisonnables. Les taux d'intérêt sont raisonnables. Si, notamment, l'analyse du risque est raisonnable, et de ce point de vue-là, le reportage nous montre qu'il y a des usuriers qui se saisissent de ce créneau-là et qui viennent en fait se payer sur la bête. La jeunesse, c'est la bête. On vient se payer là-dessus. Ce ne sont pas des conditions précisément pour que ce soit une amorce. Et ici, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics et c'est de la responsabilité de l'État que d'assainir toute cette situation-là et de réglementer ce cadre-là, de poser un cadre qui permette que la microfinance, pour les populations et pour les projets pour lesquels il est adapté, notamment pour rebondir vers d'autres choses et investir plus tard et avoir accès à d'autres financements, à des crédits qui ne sont pas des micros, il faut que ça se passe dans de bonnes conditions, et pour cela, il faut un cadre juridique clair et avec des sanctions derrière pour que ceux qui jouent ce rôle d'usurier renoncent à le faire. Alfred, c'est un système qui a montré ses limites. Naturellement, hein, Fanny, c'est-à-dire que, alors, au-delà de la question des taux qui sont très importants, de ces crédits, microcrédits, au fond, la microfinance, le microcrédit ne peut pas se substituer au mode traditionnel de financement de projets de développement. Certes, pendant longtemps, la microfinance, le microcrédit a consisté à financer, à soutenir la consommation. Et donc non pas à soutenir la création de la croissance, la création de l'activité pourvoyeuse justement de revenus ou de richesses. Et donc ça c'est la limite essentielle de mon point de vue. Mais il est possible de réorienter autrement la microfinance ou le microcrédit. Et là, pour le coup, c'est le rôle justement de l'État de fixer les règles du jeu pour que ça ne soit plus seulement le financement de la consommation, mais que ça soit facteur de croissance. Et en mettant en place aussi des mécanismes de contrôle justement pour éviter j'allais dire les faussaires, entre guillemets, mais ceux qui profitent justement, qui se sucrent sur le dos des clients qui vont emprunter chez eux.
Et puis, il y a aussi la question de ceux des clients qui vont vers la microfinance ou le microcrédit. Ça voudrait dire que le système normal de financement de ce projet les exclut. Et comme ils sont exclus, ils vont vers celui qui peut les aider dans l'immédiat. Donc là encore, il faut que les États voient, et puisqu'on parle de la jeunesse, dans le reportage, ça a été rappelé, hein, c'est vrai, c'est concentré d'abord dans les villes, mais si on peut donner des moyens de soutenir des projets d'entrepreneuriat conçus par les jeunes pour véritablement agir sur le développement et sur la croissance. Alors, pour le coup, dans les campagnes, dans les villages, il faudrait effectivement que l'État le fasse, mais que ça n'est pas au microcrédit ni à la microfinance de le faire, sauf si on réorientait autrement le mode justement d'octroi de ces microcrédits et de cette microfinance. Gemal, Jean-François et Alfred ont parlé de mieux réguler la microfinance pour qu'elle soit plus efficace. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez la réguler comme vous voulez, vous ne la rendrez pas pour autant efficace. Ce n'est pas la question pour moi. Faire de la banque à 13% de taux d'intérêt, c'est une folie. Ça n'existe nulle part au monde. En tout cas, si on veut une rentabilité, une efficacité économique. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, quand vous regardez le niveau du recouvrement du crédit, donc du microcrédit dans les pays où cela opère beaucoup, vous aurez remarqué qu'il est l'un des plus élevés et l'un des plus importants. Ça revient à l'idée que je disais tout à l'heure que ça enrichit d'abord les entreprises de microcrédit. D'ailleurs, il y a un homme qui n'est pas un homme politique, mais une personnalité qui a obtenu un prix Nobel, Mohamed Younes, parce qu'il a fait du microcrédit et probablement qu'est-ce qu'il a fait bien. Mais la question n'est pas là. La question c'est que les pays où il a fait, les zones où il a fait, elles ne sont pas pour autant devenues ni zones riches ni des zones prospères. En réalité, les États ne s'enrichissent pas ou rarement avec le microcrédit. Je ne suis pas en train de dire que le microcrédit est une anomalie, une catastrophe. Loin de moi cette idée. Je suis en train juste de dire qu'il faut le faire. Et il faut le faire en ayant bien dans l'idée et en tête que c'est un moyen, encore une fois, pour amortir la pauvreté. Amortir même pas la pauvreté, la misère. Stop. Si vous en faites un levier de croissance et d'économie et d'enrichissement des États, c'est juste n'importe quoi, parce que ça ne sévit nulle part au monde. Si vous voulez enrichir un pays, créez les conditions d'une croissance économique. Si vous voulez créer les conditions d'une croissance économique, créez un marché qui crée de la consommation et qui crée de la production. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez donner un avenir aux jeunes Africains, donnez-leur des moyens d'accès au marché financier beaucoup plus importants, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Encore une fois, j'ai donné les taux tout à l'heure, ils ne sont pas figés. Mais en tout cas, l'idée est quoi? C'est que quand un jeune veut rentrer sur le marché du travail, il a un projet novateur qu'il veut mettre en place pour lequel il a besoin d'un financement. Vous lui donnez 1 000 $, c'est bien gentil, il n'ira pas bien loin. Vous lui donnez 20 000 $, ça devient jouable. Mais là, encore une fois, lui donner 20 000 $ ne suffit pas. La question est de savoir jusqu'à quelle durée, avec quel taux, quelles conditions de remboursement. Ce que le microcrédit, encore une fois, ne fait pas. Regardez le taux de remboursement, je le disais tout à l'heure, mais regardez surtout la pression qui est faite sur tous les bénéficiaires du microcrédit et vous comprendrez très bien que ça ne peut pas être une solution, encore une fois, pour enrichir les pays d'Afrique qui ont besoin de s'enrichir. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui compte sur cela pour s'enrichir. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Des concertations ont eu lieu ce mercredi au Burkina Faso. 3 chefs d'État, les présidents ghanéens, nigérians et sénégalais y ont participé. Pas d'accord pour l'instant sur la personnalité civile qui devra assurer la transition, mais une durée, 1 an. L'élection présidentielle aura lieu en novembre 2015. Et au Zimbabwe, la bataille a débuté au sein du ZANU-PF, le parti au pouvoir, et ce à 1 mois de la tenue du prochain congrès qui devrait permettre le renouvellement des postes clés du bureau politique. Et parmi les acteurs de cette bataille, il y a Grace Mugabe, la première dame qui affiche ses ambitions. Nous allons marquer une nouvelle pause dans la 3e partie de l'Africa Newsroom.